Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Tout de suite, voici les titres. Première conférence économique sur l'investissement et des hommes d'affaires tunisiens djiboutiens envisagent d'élargir leur domaine d'activité dans divers secteurs. Le Hamas se dit prêt à se réconcilier avec le Fatah. Bonjour et merci de nous accueillir Djibouti. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Au Djibouti Kepensky Palace Hotel s'est ouverte aujourd'hui une conférence réunissant les hommes d'affaires tunisiens et djiboutiens qui envisagent d'élargir leur domaine d'activité dans divers secteurs tels que l'enseignement, le domaine médical dans le secteur des travaux publics et le bâtiment, l'agriculture, les transports ou dans les énergies renouvelables. Samata Saïd nous en dit plus. Au Djibouti Kepensky Palace Hotel s'est ouvert aujourd'hui une conférence réunissant les hommes d'affaires tunisiens et djiboutiens qui envisagent d'élargir leur domaine d'activité dans divers secteurs, tels que l'enseignement, le domaine médical dans le secteur des travaux publics et le bâtiment, l'agriculture, les transports ou dans les énergies renouvelables. Cette conférence, qui doit durer jusqu'au 19 septembre prochain, a été ouverte par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, en présence du ministre en charge des investissements, M. Ali Ghela Oubakar, et du président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussedawali. Une très forte délégation des hommes d'affaires tunisiens formant 35 personnes au total est arrivé à Djibouti pour prospecter les secteurs clés devant favoriser un partenariat économique entre Djibouti et la Tunisie. Dans un mot de bienvenue, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussedawali, a rappelé les relations et les coopérations multisectorielles historiques privilégiées entre la Tunisie et Djibouti. Chers membres de la délégation, nous sommes convaincus que c'est à l'occasion de cette rencontre que les circonstances propices aux transactions importantes sont créées. Chers partenaires, s'inscrit dans une période favorable aux échanges et aux investissements dans notre pays, qui est marquée par l'ancrage de sa position de plateforme logistique de redistribution dans cette partie du monde, à travers des investissements importants dans les domaines des infrastructures portuaires et logistiques. Ce qui confère de nombreux atouts de la République de Djibouti, atouts dont ses partenaires privilégiés pourront pleinement bénéficier. Ainsi, comme il vous sera présenté au terme de cette cérémonie, Djibouti dispose d'emblée une position géostratégique privilégiée entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, comme vous le savez tous, jouit d'une stabilité politique et sociale et offre des garanties et protections ainsi que des incitations fiscales aux investisseurs. À la fin de son intervention, le président de la Chambre de commerce a émené les potentialités et les opportunités qu'offre Djibouti de par sa position géostratégique en matière d'investissement et notamment dans le secteur du tourisme et des infrastructures et l'industrie, l'import-export, l'agriculture et la pêche et bien d'autres secteurs. Enfin, le président de la Chambre de commerce djiboutien a insisté sur la spécificité de que Djibouti est un hub d'un centre d'échange situé au carrefour des 5 continents, ce qui fait de Djibouti a conclu. Le ministre en charge des investissements, M. Ali Ghela Oubakar, a pour sa part rappelé les atouts dont dispose la République de Djibouti, notamment son positionnement géographique et les grands investissements consentis récemment pour renforcer ses infrastructures. Le ministre en charge des investissements a évoqué les relations de confiance existant entre Djibouti et la Tunisie, plaidant pour un renforcement et un raffermissement des échanges économiques en vue d'édifier un véritable partenariat stratégique. On l'écoute. La Tunisie, Djibouti, deux petits pays de ce grand continent africain, si riche en ressources naturelles et humaines, en potentialités économiques et culturelles, ont choisi d'unir leurs forces, leurs atouts et leur vitalité dans la course au développement. La victoire dans ce défi est cruciale. Elle représente l'avenir de l'Afrique et de ses enfants. Il y a quelques décennies, nos deux pays ont établi d'étroites relations dans des domaines clés, tels que les sciences, l'économie, la transition énergétique et surtout l'éducation, avec notamment, après votre indépendance en 1977, des maîtres d'école tunisiens venus enseigner à Djibouti. Mais ces 30 dernières années, nos routes se sont séparées. Faisons en sorte aujourd'hui de nous retrouver et de nous atteler énergiquement à remporter la dernière bataille, celle du développement et de la prospérité pour nos peuples. Nous sommes heureux et honorés de nous trouver aujourd'hui en terrain ami,
terre amie, pour asseoir à chaque visite davantage le partenariat scellé entre la Tunisie et le Djibouti. Nous devons agir dans une optique gagnant-gagnant, puisque nos deux pays peuvent se prévaloir d'une population jeune, riche d'espoir et bouillonnante d'idées novatrices et ouverte sur les nouvelles technologies. Vous l'aurez compris, c'était donc le président de Tunisie African Business Council. Écoutons cette fois le ministre en charge des investissements. Cette première édition de la conférence Djibouti-Tunisie correspond à une étape charnière du développement économique et social de notre pays. Elle peut s'appuyer sur le socle de confiance mutuelle existant entre nos deux pays. Il nous appartient par conséquent de contribuer au raffermissement et à la consolidation de nos échanges économiques en vue d'édifier un véritable partenariat stratégique à la fois entre nos deux pays et nos deux secteurs privés qui sera source de création de richesses et d'emplois. Notre gouvernement est convaincu que les initiatives dans le secteur privé devront jouer un rôle de locomotive en se focalisant sur les différents domaines protecteurs comme l'énergie, l'industrie, le transport ou le développement des infrastructures. Cette conférence économique est l'occasion de faciliter les rencontres entre les opérateurs privés autour du business to business, de manière à échanger les différentes opportunités et projets d'investissement en République de Djibouti. Et le Premier ministre, M. Abdelrahman Mohamed Kamil, a pour sa part invité les deux parties à étudier les possibilités d'une nouvelle coopération sortant des circuits commerciaux traditionnels en cherchant des schémas originaux et nouveaux horizons pour les produits des deux pays. On écoute le Premier ministre. Les échanges et les relations entre nos deux pays se sont fortement accélérés ces dernières années et même ces derniers mois. L'expertise tunisienne dans le domaine de l'enseignement supérieur et médical a permis de faire de ce secteur un exemple de cette coopération. Nos étudiants l'apprécient déjà. Mais votre présence ici, en nombre et en qualité divers, augure d'une volonté de diversifier les liens culturels et économiques. Sachez que c'est la volonté du gouvernement djiboutien aussi. Mais sachez aussi que c'est la volonté des opérateurs économiques djiboutiens, car ils souhaitent développer toutes les possibilités pour renforcer notre économie. C'est en mettant en ensemble de nos potentiels économiques et nos savoir-faire que nous, Tunisiens et Djiboutiens, sortirons gagnants. Cette synergie nous rendra plus forts dans un monde économique toujours plus concurrentiel. Le système de transport djiboutien, l'ouverture de Djibouti sur des ensembles économiques comme la COMESA, son secteur bancaire, son potentiel touristique sont des opportunités incontestables pour le savoir-faire tunisien dans les domaines du tourisme, de la pêche, de la transformation industrielle par exemple. Je vous invite donc à étudier toutes les possibilités de nouvelles coopérations en sortant des circuits commerciaux traditionnels et en recherchant des schémas originaux et de nouveaux horizons pour nos productions. Imaginons maintenant des partenariats entre le secteur privé djiboutien et tunisien, bien sûr, mais aussi entre le secteur privé tunisien et le secteur public djiboutien. Tout devient possible lorsque l'objectif est de créer des emplois pour notre jeunesse. Mesdames et messieurs, il faut explorer toutes les idées, étudier financièrement toutes les solutions que vous retiendrez et rester toujours en relation étroite, aussi bien avec le secteur privé qu'avec le secteur public djiboutien. Et pour en parler plus en détail sur cette première conférence économique sur l'investissement entre les investisseurs djiboutiens et tunisiens, on en parle avec vous. Ahmed Mohamed, bonjour. Bonjour Asma. Donc en effet, effectivement Asma, c'est une première conférence donc qui a réuni les hommes d'affaires et patrons djiboutiens et tunisiens qui ont échangé durant cette rencontre sur les atouts et potentialités que propose chacun des deux pays. Le secteur politique ainsi qu'économique, privé comme public, ont pris part donc à cette conférence. La République de Djibouti donc qui possède d'énormes atouts et une richesse naturelle très importante d'un côté, et la Tunisie qui se propose être l'acteur Asma
de référence pour une meilleure coopération sud-sud, favorisant le développement durable et la prospérité partagée en faveur des populations africaines. Alors nous savons tous, Asma, que le continent africain recèle potentiellement à l'échelle planétaire de gisements les plus importants de développement et de progrès pour les 50 prochaines années. La Tunisie, donc, de par son histoire, la Tunisie et Djibouti, donc, de par leur histoire et leur position géostratégique et privilégiée, ont un rôle de premier plan à jouer, donc, pour concrétiser d'une part les potentialités de croissance économique, mais aussi, Asma, pour préserver le visage humain du continent dans le respect de ses spécificités culturelles et sociales et dans le respect donc des valeurs humanistes et universelles. Des acteurs économiques clés et des personnalités djiboutiennes comme tunisiennes se sont associés donc dans le but de mettre l'Afrique au cœur des préoccupations du gouvernement djiboutien et tunisien ainsi que des opérateurs économiques et mener un travail de rapprochement d'africanisation de notre continent, et ce grâce à une capitalisation structurée des connaissances, du savoir-faire et des compétences. Rappelons, Asma, que l'organisatrice principale, hormis le ministère des Investissements de Djibouti à la Chambre de commerce côté tunisien, c'était donc la Tunisia Africa Business Council qui ont organisé donc une mission de prospection multisectorielle à Djibouti du 15 au 19 septembre. La délégation donc tunisienne est composée de 35 hommes d'affaires, des grands patrons des grandes sociétés tunisiennes, des représentants des entreprises leaders en Turquie. Donc des rencontres de très haut niveau seront donc programmées avec les ministres et les hauts cadres de l'administration djiboutienne. Donc des rencontres B2B, business to business, ciblées seront programmées, ainsi que des visites d'entreprise. Alors à l'issue donc de la cérémonie d'ouverture de cette première conférence qui va se dérouler durant plusieurs jours, nous avons eu l'occasion d'interviewer et de recueillir les différentes réactions et sentiments des hommes d'affaires djiboutiens et tunisiens. Je vous propose de les suivre. Tout d'abord, nous avons puisé sur l'historique qui existe entre la Tunisie et Djibouti pour mieux cerner les opportunités de l'avenir. Je pense que les relations dans leur durée, et ça fait plus que 40 ans que cette relation dure, nous poussent aujourd'hui à regarder vers l'avenir, la main dans la main, avec beaucoup d'optimisme dans plusieurs secteurs. Je pense que le Djibouti a une position stratégique exceptionnelle qui offre des opportunités d'investissement et de développement pour les opérateurs économiques tunisiens, pas uniquement pour l'État du Djibouti, mais pour rayonner sur toute la région. Je pense que c'est l'attractivité principale de ce beau petit pays qui est de s'installer ici pour les opérateurs économiques tunisiens et s'aventurer sur le reste des membres du marché du COMESA. Alors, d'abord, rappeler que aujourd'hui la Tunisie renoue avec Djibouti après 30 années, donc je ne dirais pas de séparation. Ceci est un facteur très important parce que la Tunisie est un des premiers pays qui se rend compte de l'importance de la croissance djiboutienne et des potentialités. Djibouti, non seulement par rapport à tous les projets que le président de la République a lancés, mais également comme porte d'entrée sur l'Afrique. L'expertise tunisienne et les investisseurs tunisiens sont aujourd'hui ici à Djibouti pour pouvoir bénéficier donc de tous les avantages qu'offre Djibouti, renforcer la coopération, renforcer les relations entre les entreprises et créer des richesses qui peuvent être bénéfiques aux deux pays. C'est avant tout une histoire de cœur. Les deux pays sont très très proches, historiquement parlant, on se fait confiance. Les officiels qui sont intervenus à la tribune ce matin ont rappelé le contexte historique, les grands faits qui ont marqué notre histoire commune. Et depuis, on va dire, le torchon n'a jamais cessé de brûler. Aujourd'hui, on renouvelle cette relation historique, amicale, fraternelle et économique de manière dynamique. Aujourd'hui, nous recevons plus de 35 hommes d'affaires du Conseil tunisien Afrique pour les affaires, le Conseil d'affaires tunisien. Et de notre côté aussi, on a multiplié les visites en Tunisie. Donc nous sommes en première mission, on peut dire. On est en train d'explorer quelles sont les opportunités d'investissement qu'on peut avoir. Donc déjà lors de l'ouverture officielle
avec l'annonce du Premier ministre et du ministre de l'Investissement, nous avons déjà eu une première impression sur vraiment les possibilités que nous pouvons développer ensemble pour faire de la transformation sur place ici. Comme vous le savez, la Tunisie, elle est assez avancée dans certains secteurs comme la santé, comme l'enseignement supérieur, comme la formation professionnelle, le tourisme, comme l'infrastructure, comme les télécommunications, comme les services aussi. Donc nous avons énormément d'expertise à apporter à nos frères djiboutiens. Sur un premier plan, c'est une réussite. Je pense que on a trop tardé parce que les deux pays ont des relations fraternelles, historiques, comme l'ont répété les différents responsables. Donc je pense que c'est une très très belle occasion maintenant de parler d'affaires. Et cette rencontre entre les hommes d'affaires tunisiens et les hommes d'affaires djiboutiens est une excellente chose pour la République de Djibouti qui est en train de faire un bond en avant extraordinaire. Le président de la République aussi, quand il a ouvert la première faculté de médecine, il a demandé à ce que la Tunisie soit à notre côté. Donc, ces choses faites, les Tunisiens ont montré encore une fois que la République de Djibouti est un pays frère avec lequel ils sont prêts à entretenir des relations durables. L'ambassadeur de Tunisie avec le président de la Tunisia Africa Business Council disait que Djibouti, ce n'est pas inconnu pour nous, c'est un pays frère, c'est le pays auquel nous avons, dès le départ, dès l'indépendance, mis à la disposition des enseignants tunisiens. Et donc c'est un honneur que nous recevons aujourd'hui un nombre important de 35 chefs d'entreprise, les plus cotés de Tunisie, pour qu'ils puissent voir d'abord Djibouti, découvrir Djibouti et surtout investir Djibouti. C'est l'espérance que nous avons et c'est le souhait que nous avons formulé. Ils s'intéressent à énormément de secteurs, ils s'intéressent à l'agroalimentaire, à la transformation, à l'industrie. Ils s'intéressent aussi aux assurances, les banques, et autrement dit de la télécommunication, la TIC, et beaucoup d'autres domaines auxquels je suis sûr ils vont d'abord voir quelles sont les opportunités et après venir en nombre réduit pour qu'ils puissent bénéficier de cette opportunité que Djibouti offre aujourd'hui. La première remarque est de constater que grâce à la sécurité qui prédomine dans notre pays, la délégation tunisienne reflète une certaine maturité pour comprendre que grâce au président Ismaïl Omar Guelleh, ce pays peut avancer et aller au-delà de notre région. Le président Ismaïl Omar a concentré ses efforts pour que ce pays reste un pays de paix et de solidarité. C'est grâce à cette idée de base que nous voyons aujourd'hui une délégation d'une importance capitale tunisienne à Djibouti. Alors nous remercions le président et nous remercions également la délégation tunisienne d'être venue et d'avoir confiance en notre pays. Une idée, une initiative ou des initiatives que le président de la République considère vraiment importantes. Et voilà, on est dans cette dynamique où on a intérêt aujourd'hui, par l'intermédiaire bien évidemment de toute une synergie, d'impulser, comment dirais-je, ces rapprochements entre la Tunisie et la République de Djibouti. Donc là, ce n'est qu'un début. Beaucoup de belles choses restent à faire et je demande à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques ou politiques, vraiment de s'associer à cette nouvelle dynamique parce qu'on a vraiment beaucoup à apprendre. Voilà donc Asma, tout ce que l'on pouvait dire concernant cette première conférence économique entre la Tunisie et l'Afrique. Donc je rappelle juste enfin que cette mission de prospection multisectorielle tunisienne sera à Djibouti du 15 au 19 septembre de cette année. Merci Ahmed Hamad pour cet éclairage sur cette première conférence qui a pour objectif de prospecter les secteurs
clés devront favoriser un partenariat économique entre Djibouti et Tunis. C'est l'heure de retrouver l'appel à la prière et je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Restez avec nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et je vous emmène à Khartoum, au Soudan. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu pour participer aux travaux de plusieurs réunions dans la 9e conférence des présidents des assemblées africaines. Le chef de la diplomatie, le président de l'Assemblée nationale est accompagné pour ces rencontres d'une forte délégation des parlementaires djiboutiens et des hauts cadres de l'administration, en l'occurrence de Abdi Khair Bouh, Elmi Hassan Moussa, Ali Hassan Hamad, Nim'a Bulhan, Hussein Hilaf Aloita Douroui, Oumar Mohamed Hamid et Idriss Mohamed Ahmed. Retour à Djibouti où un atelier de formation sur l'amélioration de l'accès à l'information climatique et ses produits aux besoins des utilisateurs a démarré ce matin à l'hôtel Les Acacias. Le thème retenu de cet atelier est création de produits climatiques adaptés aux utilisateurs finaux. Cet atelier a pour objectif de renforcer les services d'information sur les risques météorologiques ou de changement climatique et améliorer le processus de prise de décision et la planification à long terme. Cette information a été ouverte par le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, M. Saïd Nour Hassan. À ses côtés, le directeur général par intérim de l'Agence nationale de la météorologie, M. Haïdar Mohamed Ali.
L'atelier est financé par l'administration météorologique et sud-coréen et est organisé conjointement par l'ICPAC, Centre de prévision et application climatologique de l'IGAD et l'Agence nationale de la météorologie. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Saïd Hassan, s'est réjoui la tenue de l'atelier qui constitue un élément très important et essentiel pour les participants qui analyseront les prévisions du climat de façon claire pour réduire les impacts de catastrophes naturelles, en particulier les sécheresses récurrentes et les inondations. Concernant donc les services climatologiques, ce projet, donc cet atelier est destiné à aider les pays de l'Afrique de l'Est et à faire face à la variété ou à la variabilité du climat. C'est ainsi que notre pays en tire profit aussi de ce fonds en collaboration avec l'ICPAC et de l'IGAD pour l'amélioration de ces services climatologiques en mettant en place un système d'analyse et de prévision du climat pour répondre à temps voulu aux besoins des utilisateurs de l'information météorologique et climatologique. Le futur de nos pays est aujourd'hui conditionné par la mise en place de systèmes efficaces de prévention des risques naturels liés à la variabilité du climat. Pour cela, l'atelier dont vous allez travailler aujourd'hui concerne l'intégration de l'information météorologique et climatique dans la planification du développement de notre pays, la mise en œuvre des activités économiques, la réduction des impacts des événements climatiques majeurs et tous ces éléments qui sont aujourd'hui incontournables pour réussir un développement durable. Bref, les conséquences du réchauffement climatique auront dans l'avenir un impact très important sur l'environnement mondial. Il est donc crucial d'organiser régulièrement de tels ateliers et s'y concerter pour des solutions durables, d'où l'importance de l'accès à l'information climatique. Autre atelier, cette fois sur la protection de la couche d'ozone. Le ministère de l'Habitat et de l'Environnement a célébré hier la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Un atelier qui a été organisé en ce sens dans la salle de conférence du Palais du Peuple sous le thème « Prendre soin de toutes les formes de vie sous le soleil ». La couche d'ozone protège l'humanité contre l'ultraviolet qui est une substance à risque qui pourrait causer le cancer de la peau. Pour mieux informer les concitoyens et pour mieux protéger l'atmosphère, et d'après le protocole de Montréal qui a récemment été finalisé avec des recommandations bien précises. Les précisions de Mohamed Adan. Le ministère de l'Habitat et de l'Environnement a célébré hier la journée internationale de la protection de la couche d'ozone et un atelier a été organisé en ce sens dans la salle de conférence du Palais du Peuple sous le thème « Prendre soin de toute forme de vie sous le soleil ». La couche d'ozone est une couche qui protège l'humanité contre l'ultraviolet, qui est une substance à risque qui pourrait causer le cancer de la peau. Pour mieux informer les concitoyens et pour mieux protéger l'atmosphère, d'après le protocole de Montréal qui a récemment été finalisé avec des recommandations bien précises, cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Dini Abdallah. Cet atelier a réuni plusieurs experts des administrations publiques et des forces de l'ordre pour prendre des mesures convenables pour mieux protéger l'environnement à risque dans notre pays, ainsi que le directeur de l'environnement, M. Hussein Rirash. La Convention de Vienne, le protocole de Montréal ainsi que ses amendements sont le seul traité international, tout domaine confondu, ayant atteint la ratification universelle. Grâce à la mise en œuvre du protocole de Montréal, la couche d'ozone est en train de se restaurer et de se reconstituera d'ici le milieu du siècle. Les États du monde ont progressivement éliminé près de 99% de près de 100 SAO. 135 milliards de tonnes de dioxyde de carbone équivalent ont été évités. Jusqu'à 20 millions de cas de cancer de la peau peuvent être empêchés chaque année d'ici 2030. Le protocole de Montréal est également l'un des principaux contributeurs à la lutte contre le changement climatique. La mise en œuvre de l'amendement de Kigali permettrait de diminuer d'au moins 0,5 degrés le réchauffement planétaire d'ici à la fin du siècle, et ainsi permettre de réaliser un quart de l'objectif de 2 degrés fixé par l'accord de Paris sur le climat,
tout en continuant de protéger la couche d'ozone. Cette journée a une importance particulière cette année parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de l'adoption du protocole de Montréal. Pourquoi on a adopté le protocole de Montréal? Parce que les scientifiques ont constaté qu'un trou était en train de s'agrandir au niveau de la couche d'ozone à cause notamment des produits qui sont utilisés dans l'industrie, notamment dans l'industrie du froid, que ce soit le CFC, le solvant, le bromure de méthyle dans l'agriculture. Tous ces produits chimiques ont creusé un trou dans la couche d'ozone. Or, la couche d'ozone, c'est ce qui permet à la vie sur Terre d'exister. Si cette couche d'ozone disparaît, il n'y aura plus de vie sur Terre, parce que les rayonnements ultraviolets qui sont filtrés par la couche d'ozone, s'ils atteignent directement les êtres vivants, que ce soit les plantes, les animaux ou les êtres humains, ont des conséquences très graves. Notamment, les êtres humains développent le cancer de la peau et le cataracte. C'est pour cela que, en 1987, à Montréal, la communauté internationale a adopté la couche d'ozone, un protocole international qui oblige tous les pays à réduire la production et la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone. La République de Djibouti, comme tous les pays, a ratifié ce protocole en 1999 et depuis cette date, nous avons mené plusieurs activités. D'abord, on a mis en place une législation qui réglemente l'importation et l'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone. Nous avons ensuite formé les techniciens du froid et les douaniers dans l'utilisation des équipements spécialement mis en place pour lutter contre les CFC. Dans le reste de l'actualité, en bref, une réunion a eu lieu ce matin sur l'adoption de projets de loi organiques portant code des collectivités territoriales et leur financement. Cette réunion a regroupé autour du secrétaire général Mohamed Issa Faraj et des experts de la mission d'assistance technique internationale dirigée par Dr Yahya Ould, le staff du ministère, les représentants de la mairie de Djibouti, des communes et des conseils régionaux, en somme les plus concernés et les premiers bénéficiaires de ce toilettage juridique. Au cours de cette réunion de préparation ont été débattus les résultats attendus de cette deuxième phase du travail de cette mission d'experts internationaux chargés d'appuyer le ministère délégué chargé de la décentralisation dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Cette deuxième phase est réordonnée selon un plan facilitant la compréhension des règles. Quant à la mise en place du système de financement des collectivités locales, elle devra se faire selon trois principales modalités, à savoir la création des ressources propres pour les collectivités territoriales, l'identification des ressources partagées entre l'État et les collectivités territoriales et le transfert des ressources du budget de l'État à celui des collectivités territoriales. Et à mon sport pour clore l'actualité nationale, on va à Obok où plusieurs rencontres sportives ont été organisées dans la région de Hayouz. Ces rencontres ont débuté dans la journée de jeudi, organisée par l'association Al-Kaina. La compétition comprenait effectivement plusieurs disciplines, à savoir la natation, l'athlétisme, le basketball, le football et le volleyball. Ces rencontres se sont poursuivies jusqu'au vendredi et ce grâce à l'appui du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le président de l'association Al-Kaina, M. Rassim Ali Mohamed, s'est réjoui de pouvoir réunir plusieurs jeunes d'Obok afin d'éviter aux jeunes l'oisiveté et la délinquance juvénile et de lutter efficacement contre toutes sortes de drogues. Ont supervisé ces tournois le préfet de la région, Hassan Dabalé, le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Mohamed, et le directeur régional du sport, M. Daoud Ali Mohamed. Et passant aux nouvelles à travers le monde, territoire palestinien, le Hamas se dit prêt à la réconciliation avec le Fatah. Ali Abdellah, bonjour. Et on va parler avec vous sur cette annonce du Hamas dans un communiqué être prêt à discuter de la formation d'un gouvernement de réconciliation avec ses rivaux de Fatah et à organiser des élections régionales.
Eh bien donc, le mouvement islamiste palestinien du Hamas a annoncé dimanche 17 septembre dans un communiqué être prêt à discuter avec la formation d'un gouvernement de réconciliation avec ses rivaux du Fatah et à organiser des élections générales. Le Hamas précise dans le texte qu'il restituera le pouvoir dans la bande de Gaza au gouvernement d'union et que l'administration qu'il y a mise en place sera dissoute. Le Hamas dirige la bande de Gaza depuis qu'ils ont chassé l'autorité palestinienne contrôlée par le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas en 2007. Toutes les initiatives visant donc à réconcilier les deux groupes rivaux et à former un gouvernement d'union nationale ont échoué jusqu'à présent. Le Caire a cependant conservé un rôle de médiateur dans le conflit opposant le Hamas et le Fatah. Les principaux représentants du Hamas ont récemment été donc invités à se rendre en Égypte pour poursuivre les discussions de réconciliation. Mahmoud Abbas, dirigeant du Fatah et président de l'autorité palestinienne, a lui aussi donc été invité à se rendre en Égypte la semaine dernière. Et cette attaque à Londres, Ali, l'enquête se poursuit après l'attaque qui a visé le métro londonien ce vendredi et on le rappelle qui a été revendiquée par l'État islamique. Et bien donc la police a perquisitionné la maison d'un couple de personnes âgées qui accueillaient des jeunes réfugiés Asma. Elles ont été récompensées pour leur action par la reine Elisabeth en 2010. Les forces de l'ordre ont interpellé un individu de 18 ans et doivent déterminer s'il a agi donc au sein d'un réseau. La police doit tenter donc de définir le parcours du jeune homme arrêté à Douvres dans la zone des départs et s'il avait prévu de passer en France. Une arrestation qualifiée de très importante par les forces de l'ordre qui avaient fait évacuer le port. Elles ont ensuite fouillé le lieu et ont pu donc mettre la main sur plusieurs objets. Scotland Yard continue de traquer d'autres suspects qu'il faut identifier et localiser au plus vite. L'attentat à la station de Parsons Green au sud de Londres a fait donc 30 blessés, dont 3 sont toujours hospitalisés. Il s'agit du 5e attentat à viser le Royaume-Uni en l'espace de 6 mois. Le centre d'analyse du terrorisme britannique a relevé le niveau d'alerte donc de sévère à critique et redoute une nouvelle attaque imminente. Merci Ali Abdoulaye pour ces précisions sur ce qui domine l'actualité internationale. Merci à vous qui nous suivez. Je vous retrouve à 22 h pour un nouveau journal.